Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, nous regardons dans vos porte-monnaies virtuels. Le mobile payment est un peu plus d'actualité et les solutions de paiement mobile envahissent nos panneaux d'affichage. Tout de suite, l'édito. De la traditionnelle espèce à l'incontournable carte bancaire, en passant par le vieillissant chèque, chacun y trouve son compte bancaire. La petite dernière en matière de règlement est la méthode mobile. Via une application spéciale, il est en effet possible de payer en posant le téléphone sur le terminal à carte, à l'instar du paiement sans contact. Avec l'invasion des smartphones, le mobile money devient la solution intelligente pour payer ou transférer de l'argent. Et s'il y a une population qui a saisi le filon, ce sont les Africains. En 2013, au Kenya, le quart du PIB de ce pays a transité via un système de transfert d'argent par téléphone mobile. Bref, le mobile devient ainsi un moyen de paiement à part entière, comme le chèque, la carte bancaire ou le cash. Qu'en est-il chez nous? Eh bien, c'est la course aux solutions de paiement mobile. Mais sommes-nous prêts pour adopter une solution de 1, digitale, et 2, une solution tout court à des virus qui rongent notre économie, à savoir la corruption et l'informel? Notre banque centrale, Banque El Maghreb, a voulu gagner le temps perdu en capitalisant sur les infrastructures existantes afin d'être rapidement opérationnel. Oui, mais est-ce suffisant? Et puis, il y a les autres questions que vous et moi pourrions nous poser avant de faire confiance à cette technologie, car se servir plutôt de son smartphone comme d'une carte bancaire, c'est une perspective qui peut en rebuter plus d'un. En quoi est-elle réellement intéressante et est-elle surtout sécurisée? Comment l'utiliser? C'est ce qu'on va savoir et va voir aujourd'hui en compagnie de mes invités. Ibtissam Boukhari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du pôle technologie, process et organisation au sein du groupe BMCE Bank. Bienvenue, madame. Merci. Également sur ce plateau, il est à la tête d'une entreprise qui développe justement des solutions mobiles et notamment pour le paiement mobile. Yousfa Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également ici en tant que vice-président général de l'APEBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors commençons par le commencement, comme introduction générale. Madame, monsieur, quelle est la différence entre mobile banking et mobile payment? Ibtissam Boukhari. Alors, mobile banking, comme son nom l'indique, est déjà porté par une banque, forcément. Donc, c'est une solution qui vient en complément à l'Internet banking, donc qui permet aux clients de faire des transactions bancaires, de consulter leurs comptes, etc. Donc, ça suppose que cette clientèle-là est déjà bancarisée. Ils peuvent bien sûr faire des transferts d'argent vers d'autres comptes bancarisés aussi. Le mobile payment, c'est plus récent. Et il est ouvert autant au système bancaire qu'aux établissements de paiement, donc à une population éventuellement non bancarisée, et qui a un certain nombre d'avantages d'instantanéité, etc. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler en détail. Oui, mais si, par exemple, si on peut parler des avantages justement aussi, ça fait partie un peu de la définition, voilà, un peu de ce mobile payment. Je vais citer juste quelques-uns, mais je pense qu'on pourra rentrer plus dans le détail. Déjà, ça se base sur un numéro de téléphone, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est plus uniquement identifié à travers son compte bancaire, mais à travers son numéro de portable, son numéro de téléphone. Et les transferts se font via ce numéro de téléphone-là. Donc, je pourrais, à travers cette application de mobile payment, vous transférer de l'argent juste en mettant votre numéro de téléphone, avec une instantanéité. Donc, immédiatement, vous recevez l'argent. Et c'est effectivement le concurrent direct complet du cash avec tous les avantages qu'on citera peut-être tout à l'heure. Certainement. Quand on parle de mobile payment ou paiement mobile ou M-payment, comme on l'appelle un peu aujourd'hui dans ce jargon devenu assez démocratisé, comment ça marche? En fait, le mobile payment, c'est le fait d'utiliser les services bancaires, les services financiers sur le mobile. Donc, ce qui a donné toute cette émergence du mobile paiement, c'est que tout le monde utilise maintenant le mobile, c'est-à-dire le mobile. Comment ça marche? C'est-à-dire grâce à son numéro de téléphone, on peut créer un compte bancaire mobile qui n'est pas forcément adossé à une banque. Donc grâce à ce compte bancaire, on peut faire des opérations très simples qui sont parmi les plus basiques, c'est le fait d'acheter un solde de télécommunication. Donc je peux acheter un solde sans forcément utiliser de l'argent physique. Je peux également faire des transferts d'argent
simplement d'un numéro de téléphone vers un autre numéro de téléphone sans passer par une banque. Donc je peux acheter aussi des biens et services avec un partenaire qui a aussi une solution de mobile banking. Donc on recense 34 services qu'on peut utiliser sur le mobile banking. Sur 34 services différents. Sur le mobile money. Exactement. Juste pour qu'on ait une idée un peu sur le développement de cette filière dans le monde, on peut dire que c'est une évolution crescendo, exponentielle. On a ce rapport de cette firme internationale Global Data. Il peut y avoir peut-être même une idée préconçue que ce sont les pays en voie de développement qui utilisent le plus ce service-là. Or que non, finalement, et même des pays industrialisés l'utilisent, puisque vous parlez de 34 utilisations différentes, n'est-ce pas ? Donc, dans le monde, l'Inde domine le secteur, suivi par la Suède, pays nordique, croissance la plus rapide en Suède entre 2016 et 2018. Et dans 11 des 20 pays couverts, la progression entre 2017 et aujourd'hui, donc en 2018, de la proportion de clients en ligne ayant recours à des services bancaires mobiles au moins une fois par semaine est de 5%. Alors 5% annuel, est-ce un bon taux de développement, Bsissem Boukhari ? Dans le monde en tout cas. Dans le monde, c'est un bon taux de développement, sachant qu'en Afrique, c'est principalement là que les solutions ces dernières années émergent. Je pense qu'on ne peut pas passer sur le mobile payment sans citer le cas du Kenya, où la solution en 10 ans a fait une progression incroyable. Vous parliez de 25% du PIB qui est passé sur une transaction sur la partie bancaire. Et aujourd'hui, on est à quelque chose comme 27 millions de dollars qui sont utilisés sur cette plateforme-là, qui correspond à 48 et quelques, donc quasiment du 50% du PIB qui transite en 2017 sur la plateforme au Kenya. Pour l'Afrique de l'Est. Ensuite, il y a l'Afrique de l'Ouest aussi, ou avec la Côte d'Ivoire, qui est aussi un des pays où l'utilisation du mobile payment est très, très important. On lisait sur des études faites que quasiment plus de 90% des paiements de scolarité, par exemple des élèves scolarisés en Côte d'Ivoire, ivoiriens le font via les mobile payments. Pour l'Afrique, maintenant, il y a la fameuse application WeChat, qui est donc chinoise, qui aujourd'hui atteint plusieurs autres pays, qui a été lancée en 2011, uniquement comme on connaît aujourd'hui WhatsApp, donc avec les transferts de messages, les transferts d'images, etc., et qui désormais devient une plateforme de paiement. Donc, de paiement. Et aujourd'hui, en Chine, il n'y a quasiment plus de cash. Sur les 4 dernières années, l'ensemble des transactions se font en cash. C'est dire le potentiel important, sachant que la Chine, bien sûr, c'est un pays très développé, mais c'est un pays aussi très conservateur en termes oriental, un peu en termes de culture. C'est l'Extrême-Orient, en effet. Voilà, c'est l'Extrême-Orient. Exactement. Donc, et avec ça, donc, quand c'est une stratégie nationale, quand c'est une volonté suprême de pouvoir imposer ce système-là, et quand on voit tous les biens fondés, tous les apports que cela suppose, donc forcément, ça ne peut être qu'une réussite. Oui. Quand on parle de mobile banking, vous avez cité l'exemple de la Chine. Si on prend par exemple les États-Unis ou la France, pensez-vous, de par votre expérience dans les solutions mobiles, que ces deux pays-là, largement en tête dans les technologies de l'information et autres, pensez-vous qu'ils aient adopté en tout cas ce système de mobile payment ? En fait, si on prend la totalité des comptes, les comptes mobiles, le compte de paiement mobile dans le monde, il y a 500 millions. En Afrique, il y a à peu près 270 millions. Donc on est sur le 50% de ces comptes-là se trouvent en Afrique. Et en général, les 2 tiers de ces comptes-là se trouvent dans les pays à faible revenu. Donc pourquoi on a eu l'émergence de ces dispositifs-là ? C'est parce que premièrement, il y a un faible taux de bancarisation. Donc en Afrique, on est dans des taux qui avoisinent les 10%. Oui. Donc les gens n'ont pas accès à ces services bancaires. Contrairement à la France ou aux États-Unis, les banques, plus ou moins, remplissent ce rôle-là. Donc ils ont des solutions. Il y a déjà un taux de bancarisation qui est élevé. Il y a déjà le mobile banking qui est à mi-chemin entre la banque physique et le mobile paiement.
Et grâce à des applications, par exemple, de mobile banking, on peut faire des micro-paiements. Si on prend par exemple l'exemple des États-Unis en mobile banking, 31% des consommateurs américains, si on peut avoir le graphique en régie, Driss, s'il te plaît, merci. Donc 31% des consommateurs américains utilisent justement des applications mobiles pour acheter, tout simplement. C'est faible quand même 31% pour un pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux modes de paiement. Il y a le mobile banking qui est utilisé par, comme vous avez dit, il y a 30%. Et aussi, il y a le paiement sans contact qui est très, très développé. Donc, soit des cartes de paiement qu'on peut utiliser sans contact, soit vraiment le téléphone mobile qui devient un moyen de paiement. Mais c'est un moyen de paiement qui est adossé à une banque ou bien un système de paiement comme PayPal et comme GPay de Google ou Apple Pay. Chose que nous n'avons toujours pas au Maroc, il faut le dire, il faut le rappeler. Est-ce que vous pensez justement que ça pourrait être un peu handicapant, le fait qu'on n'ait pas ce genre de solution de paiement au Maroc, de votre perspective de professionnel, justement? En fait, on n'est pas à ce niveau-là. Donc nous, déjà, il faut qu'on adopte, on a des pratiques de consommation qui sont plus, on va dire, traditionnelles que européennes. Nous allons y revenir, J'aimerais bien qu'en deuxième partie d'émission, on va vraiment faire un focus sur le cas du Maroc. Si on prend par exemple l'exemple de la France, selon une étude Mobile Banking The Next Generation, la banque mobile est largement utilisée en France. En Europe, en l'occurrence, c'est la moitié des Européens qui utilisent la banque mobile. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit ces chiffres-là, Petit Saint-Boukhari, c'est une question aussi de coût. Est-ce que ça revient à moins cher d'utiliser le mobile banking que d'utiliser les services d'une banque traditionnelle ou conventionnelle? En tout cas, c'est beaucoup plus pratique pour un utilisateur final. Quand on voit les comportements des utilisateurs dans l'absolu avec la digitalisation, tous ceux qui partent sur Internet, qui ont l'habitude désormais d'avoir accès à l'information tout de suite, c'est-à-dire à n'importe quel moment du soir ou de la journée, quand on voit toute l'instantanéité et la rapidité, c'est le fameux Anywhere, Anytime, Any Device. Donc, on peut utiliser, on doit pouvoir accéder aux services de la banque comme on accède aux services sur Google, sur WhatsApp, sur les autres, ou sur les réseaux sociaux, avec l'immédiateté et toutes ces caractéristiques-là à n'importe quel moment de la journée. Donc, le mobile banking devient un canal très important pour l'utilisateur, d'où son adoption croissante. Ça évite effectivement d'aller en agence, même si les services sont les mêmes. Au début, on disait que le client doit aller dans une agence bancaire principalement pour le conseil. Toutes les transactions sont censées être faites sur n'importe quel canal. Quand il a besoin d'un conseil particulier, il doit aller en agence. Mais ça coûte la même chose. Ça coûte la même chose. Bon, après, il y a des banques qui peuvent différencier la tarification selon les canaux. C'est quelque chose qui se fait notamment en France. Mais aujourd'hui, au Maroc, ce n'est pas encore très bien complètement rentré. Il faudrait aussi que l'usage soit suffisant. Et en parlant de ces usages-là, est-ce qu'on est en train de voir, bien sûr, que la digitalisation touche tous les secteurs, et notamment bancaires. Est-ce que ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, cette digitalisation peut être aussi synonyme de suppression de beaucoup d'emplois, puisque nous n'avons, ou même de réseaux bancaires qui se rétrécit parce qu'on n'a plus besoin d'aller à notre agence? Je parle dans le monde, je ne parle pas du cas marocain. Dans le monde, oui, parce qu'aujourd'hui, on entend parler des banques internationales qui désormais ferment quelques agences parce qu'ils n'ont plus besoin d'autant d'expansion. Je vais quand même revenir au cas du Maroc pour dire qu'on n'est pas dans un taux de bancarisation ou de maillage suffisant qui justifierait qu'on arrête les ouvertures d'agences dans l'immédiat. Le réseau agence est complémentaire aux autres réseaux digitaux, donc au guichet automatique, à l'Internet banking, au mobile banking, etc. Au centre de relations clients d'ailleurs et d'autres. Et quand on parle de ces infrastructures, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, on peut parler d'un modèle unique, d'un modèle d'utilisation du mobile payment, pas de le mobile banking, mais du mobile payment, Youssef Alaoui, qui soit universel? Pour le moment, non. Il y a des services par pays. C'est-à-dire chaque pays, il adapte son offre en fonction des modes de consommation de la population.
Donc il n'y a pas vraiment d'offre universelle, il n'y a pas encore de géants. Quoique, maintenant il y a les géants comme WhatsApp, par exemple, qui commencent à tester du paiement sur mobile, sur l'application WhatsApp. Donc ça se passe en Inde. Donc c'est avec une volonté d'un petit peu de se déployer à travers le monde. Mais après, il y a des barrières on va dire de régulation qu'il faut affranchir. Pour revenir sur le coût, c'est vrai que la digitalisation, on va dire, ça optimise les coûts. Et quand on parle d'un coût donc on dit que le coût d'une opération sur le mobile paiement, il coûte à peu près 50% moins cher qu'une opération sur un réseau physique. C'est parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas vraiment de réseau physique. Et on a même des solutions, par exemple, qui se sont développées en Europe, c'est les répondeurs automatiques, donc on appelle les chatbots. C'est-à-dire on peut même acheter en communiquant avec un robot. C'est-à-dire il y a personne derrière, c'est de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas, par exemple, dire je veux le ticket pour aller de Casa à Rabat à 18h, le ticket de train. Il va me proposer les tarifs. Je vais dire je veux le moins cher, la première classe. Et après, j'aurai un bouton pour acheter. Et donc vraiment là, ça optimise largement les coûts. Donc on a des coûts très faibles et c'est ce qui favorise aussi la pénétration de ce mode ce mode de paiement. C'est le faible coût. Et également, si on prend la nouvelle génération, c'est une nouvelle génération qui est vraiment mobile. Donc je ne sais pas s'ils vont avoir la même relation que nous, qu'on a eu avec les agences bancaires. Donc ils ont une relation très développée avec le téléphone, plus qu'avec l'agence bancaire. Donc c'est des services adaptés pour les futures générations. Pour les futures générations, c'est sûr. D'où les 99% des élèves ivoiriens que vous évoquiez, Ibtissam Boukhari, qui ont payé leurs frais de scolarité l'année dernière, via leur mobile ou le mobile de leurs parents. Ça dépend s'ils ont... Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Sialoui, sur la partie chatbot, pour dire que c'est une réalité en Europe et ailleurs, et c'est aussi désormais une réalité marocaine aujourd'hui. Aujourd'hui, au sein de BMC Bank, par exemple, on travaille sur cette partie intelligence artificielle où, pour démarrer, tous nos commerciaux en agence font appel à un chatbot quand ils ont besoin d'une question particulière, une expertise particulière sur une question avec un langage humain, un peu à la Google-like. C'est-à-dire qu'ils vont poser la question comment une carte bancaire peut être... au téléphone le classique, expert en centrale. Voilà, exactement, le réflexe, appeler le siège ou si c'est un commercial, appeler le chef d'agence parce qu'il a plus d'expérience. Et donc, ils sont alimentés au fur et à mesure par des réponses automatiques qui arrivent qui est basé sur un outil d'intelligence artificielle. Cet outil-là est en train d'être testé, éprouvé, parce qu'il faut l'alimenter en données. Enfin, il ne répond pas tout seul, même s'il y a un apprentissage au départ. On met des questions basiques et au fur et à mesure de l'usage, il y a un auto-learning pour qu'il se développe. Et ensuite, il sera mis à la disposition effectivement du client une fois éprouvé complètement en interne. Alors, il y a une question, puisque vous parlez de questions basiques que l'on pose peut-être pour apprendre et learning, comme vous dites. Il y a une problématique essentielle qui se pose, c'est celle de la sécurité. Pour faire confiance à une solution aussi révolutionnaire, il faut le dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut payer avec son téléphone sans que... Par exemple, est-ce que quelqu'un peut utiliser mon smartphone pour payer à ma place sans que je m'en rende compte ou comment ça se passe, Yousla? En fait, la question de sécurité se pose dans tous les moyens de paiement. Donc, le jour où on a commencé à payer sur Internet, on a dit qu'est-ce que je vais faire de ma carte bancaire? Je vais la donner à quelqu'un sur le net et je ne sais pas ce que ça va devenir. Et donc, il y a des solutions. Il y a des solutions donc, comme l'empreinte digitale, comme la double authentification. Et pour revenir à l'exemple de l'Afrique, on va dire subsaharienne, c'est-à-dire ce qui a permis le développement de paiements sur mobile, c'est le fait qu'ils fassent confiance aux opérateurs télécoms plus qu'aux banques. Donc ils ont plus une relation de confiance avec les opérateurs télécoms parce qu'ils ont une relation de fidélité, parce qu'ils couvrent tout le territoire, ils sont partout, qu'avec les banques. Par exemple, qu'un pays comme le Côte d'Ivoire, il y a à peu près, la plus grande banque, c'est 160 agences, alors qu'un opérateur télécom via ses marchands
il a 5000 points de vente, 5000 agences bancaires. Donc c'est tellement ils ont cette proximité et cette confiance avec les citoyens. Donc il y a de la confiance, on va dire, humaine, mais aussi il y a de la confiance technique, donc via des technologies comme la reconnaissance faciale, comme la double authentification et l'empreinte digitale. Sissam Boukhari, quand on parle de ces questions de sécurité, est-ce que ce sont ce genre d'infrastructures, peut-être d'éléments qui font que c'est comme le citait, puisque vous avez cité l'exemple de l'Afrique, l'Afrique est naturellement pionnière, vous le disiez tout à l'heure, sur les 277 millions d'utilisateurs dans le monde de mobile payment, 140 millions sont africains. Là, je me réfère à cette étude de la Banque mondiale, très bonne étude de la Banque mondiale, comment le paiement mobile révolutionne les économies africaines. En 2011, 25 services de paiement mobile dans 11 pays. En 2016, c'est plus du double dans une quinzaine de pays en Afrique, avec bien sûr les principaux opérateurs. Il y a des pays pionniers comme le Kenya qu'on citait tout à l'heure. Il y a le Sénégal avec 18 millions d'abonnés pour seulement 15 millions d'habitants. C'est dire l'importance du taux de pénétration. Et bien sûr, ça représente en termes de PIB pour ces pays d'Afrique de l'Ouest où le mobile payment est largement répandu, 0,06% du PIB pour chaque pays. L'Afrique, Bank of Africa, donc, est largement présente, plus de 18 pays dans le continent. Est-ce que, effectivement, on sent que, bon, certes, il n'y a pas le taux de bancarisation que nous avons au Maroc, mais les télécoms représentent-ils une concurrence finalement aux banques, une réelle concurrence des banques en Afrique ? Forcément, c'est une réelle concurrence parce qu'ils se positionnent aussi en établissement de paiement. Donc, ils peuvent aussi ouvrir des comptes, faire des services de transfert d'argent, etc. Donc, de mobile payments, de transfert d'argent et de paiement. Maintenant, les BOA et les autres banques du groupe, parce qu'il y a aussi la Congolaise des banques et la Banque du Mali, qui font aussi partie du groupe BMC Bank, se positionnent sur ce créneau-là. Ils ont des applications qui marchent, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Pour la Congolaise des banques et la Banque du Mali, ils utilisent une solution d'ailleurs d'origine marocaine qui est développée par une des filiales technologiques du groupe, GNS Technologies, et qui fait exactement tous ces services-là, donc de paiement de fournisseurs eau, électricité, de transfert d'argent, de paiement de commerçants, etc. Donc, ces solutions-là sont implémentées et elles sont en train d'être généralisées à l'ensemble du groupe. C'est intéressant que vous souleviez cette question de solutions. Je vais y revenir. Vous avez parlé de plusieurs usages. Quels sont les usages du mobile payment qui percent, qui cartonnent? On parle du transfert d'argent, bien naturellement. Il y a aussi les paiements de différents services. Quels sont ceux qui, en tout cas, se démarquent sur la trentaine que vous avez citée? On ne va pas tous les citer, bien naturellement. En tout cas, disons les 5 ou 10 qui se positionnent aujourd'hui en leader de mobile payment. En fait, le premier service qui sort, c'est le transfert d'argent. C'est les micro-transferts d'argent. Qu'est-ce que c'est micro, juste pour une idée? Par exemple, en Afrique? En Afrique, c'est les... en moyenne? En termes d'argent? Oui. Je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est des choses de l'ordre de, on va dire, de $20. $20 de 15 $. En général. Moins de 500 dirhams. C'est moins de $50. C'est $20. En fait, on peut transférer de l'argent instantanément et de manière sécurisée, chose qu'on ne peut pas faire avec l'infrastructure qu'on a actuellement en Afrique. Donc ça répond automatiquement aux besoins. Il y a un deuxième besoin, c'est la relation avec la diaspora africaine. Donc la diaspora africaine, elle joue un rôle incroyable dans l'utilisation du mobile payment. Notamment, c'est ce qui a fait développer le M-Pesa pour Kenya. C'est toute la diaspora kenyenne qui envoie de l'argent à des familles vraiment excentrées du pays et qui reçoivent l'argent de... Donc c'est le transfert d'argent qui est la principale... Après, il y a tout ce qui est, on va dire, désenclavement et les aides sociales. Par exemple, il y a le forum MP. On a eu le forum MP hier et il y avait le témoignage du ministre sénégalais des Finances. C'est des bourses familiales. Donc c'est comme de l'aide aux familles, donc identifiées par numéro de téléphone. Donc on leur envoie de l'aide via ce canal de paiement. Et c'est très efficace parce qu'on cible vraiment de manière efficace les familles excentrées. On peut faire le suivi par rapport à ce qu'ils doivent faire de cet argent-là, la vaccination des enfants, la scolarisation, le transport. Et donc c'est des usages
à la fois on va dire, d'inclusion financière pour tout ce qui est social, et aussi le lien entre la diaspora et les familles qui sont excentrées en Afrique. J'aimerais bien qu'on passe à l'exemple du Maroc et au cas Maroc pour qu'on sache quelles sont justement les utilisations du mobile payment ou quelles sont les filières qui se démarquent pour notre culture à nous marocaines. Je vous propose de reprendre la discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui au mobile banking et mobile payment ou paiement mobile. Juste avant la pause, nous faisions un tour d'horizon de l'évolution de ce secteur dans le monde, mais aussi en Afrique. Place à présent au cas Maroc et zoom sur cette activité de digitalisation des services bancaires. Tout d'abord, avant de passer au mobile payment. Juste pour avoir une idée en chiffres, la pénétration du parc mobile chez nous dépasse les 130%. C'est 2 fois plus que la bancarisation au Maroc qui, selon les derniers chiffres de Banque El Maghreb, ne dépasse pas les 65%, ce qui est un chiffre quand même très correct et très bon par rapport à la moyenne africaine. Je me tourne vers Ibtissam Boukhari pour parler justement de ce virage vers le digital. Parce qu'aujourd'hui, les banques n'ont plus vraiment le choix finalement pour ne pas accompagner cette digitalisation de notre société d'abord et puis aussi de notre économie, malgré nous un peu, même si on a eu des réticences. Enfin, vous le disiez à juste titre, on est obligé, ce n'est plus un choix que d'aller vers la digitalisation dans le domaine bancaire. Nos utilisateurs se digitalisent. Donc on est obligé de suivre et leur offrir le meilleur des services sur l'ensemble des canaux. Il y a ceux qui continueront à aller en agence et qu'on continuera à accompagner à travers le réseau physique, et tous les autres qui décident désormais d'aller vers les canaux digitaux, en particulier les digital natives, qui est toute cette nouvelle génération qui est habituée au smartphone et qui désormais voudrait avoir accès à l'ensemble de ces services sur le smartphone. Au sein de BMCE Bank, il y a effectivement une stratégie globale, un programme global qui date il y a déjà plusieurs années et qui est en changement perpétuel. Dans ce domaine-là, je veux dire, rien n'est permanent à part le changement. Le programme lui-même continue à changer avec de nouvelles initiatives qui viennent le rejoindre au fur et à mesure des besoins de nos clients, des propositions des collaborateurs internes et de l'optimisation des processus dans l'absolu. Je reviens avec vous à cette question de coût. Est-ce qu'une banque digitale est-elle moins coûteuse qu'une banque classique, Ibtissam Boukhari ? Une banque digitale nécessite d'abord des investissements qui ne sont pas uniquement technologiques, qui sont une optimisation des processus. La digitalisation, il ne faut pas la voir uniquement comme une automatisation d'un service rendu. C'est une optimisation et une digitalisation qui va de bout en bout, donc qui part de ce que voit le client au départ, donc tout le front, ce qu'il voit sur l'application mobile, sur l'application Internet, etc., et qui va aller même à l'intérieur de la banque, en accompagnement, en digitalisant le process pour l'ensemble des collaborateurs. Donc pour une demande de crédit, par exemple, ça va aller de la demande de crédit, mais ça va aller jusqu'à la décision, jusqu'au déblocage. L'ensemble de ce processus front to back est digitalisé. Le coût est certainement in fine, peut-être inférieur. Je ne suis pas sûre que ce soit la moitié, mais quand même. Non, je ne suis pas sûre. Monsieur Alaoui disait tout à l'heure éventuellement la moitié. Je ne suis pas sûre que ce soit la moitié parce qu'il y a des investissements. On parle vraiment du cas Maroc, là. On ne parle pas dans le monde. Maroc. Le cas du Maroc. À mon avis, ce n'est pas au départ la moitié du coût c'est certainement un traitement optimisé. Donc, il nécessite des investissements et qui va jusqu'au bout de la chaîne. Donc qui éventuellement ferait qu'on ne saisirait pas en agence parce que le client a saisi, etc. Donc le coût peut être différencié par rapport à ces aspects-là. Oui. Quand on parle de mobile payment, il y a le transfert d'argent via le mobile. Quand on parle maintenant, vu qu'on a une idée bien claire sur le mobile banking, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Youssouf Alaoui, par rapport au mobile banking au Maroc. Le mobile banking, c'est une transformation des banques au Maroc. C'est une transformation, ce n'est plus un luxe, donc ça devient une nécessité. Et donc il y a des investissements à mettre en place, mais je pense à la longue, sur le long terme, c'est moins de frais, c'est beaucoup plus de clients et beaucoup plus de maîtrise de data. Donc c'est, pas parler, c'est-à-dire si on a un utilisateur qui
qui utilise un dispositif digital, c'est-à-dire on peut comprendre son comportement. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour la banque. Donc ça crée des valeurs ajoutées vraiment énormes par rapport à l'investissement qui est fait. Même par rapport au client, il peut avoir une idée sur son comportement bancaire, chose qui était limitée peut-être à son banquier, parce qu'on peut aller voir en charte, en diagramme ou en graphique, notre comportement bancaire, chose que nous n'avions pas avant, ou nous ne savions pas, en tout cas pour le commun des mortels qui n'est pas très à l'aise avec le jargon financier ou en tout cas les graphes. Et aussi, ça peut inciter à, on va dire, à l'achat intuitif. C'est la consommation des services bancaires sans aller à l'agence. C'est-à-dire, ça va créer vraiment on va dire Vous parlez dans le futur, c'est pas le cas maintenant, aujourd'hui C'est le cas. Il y a des banques au Maroc qui ont des dispositifs qui sont user-friendly, qui sont faciles à utiliser. Et donc, c'est agréable d'être sur ces plateformes et de faire ces services bancaires. Qu'est-ce qui fait d'une plateforme qui soit agréable? Vous qui êtes un professionnel justement du digital. En fait, on va dire le problème de ces gens-là qui ont conçu la banque, c'était plus un back-office. Le back-office, c'est plus de la sécurité, c'est les normes, c'est la mise en place des normes. Mais ils ont oublié le client final. Donc, le client final, il faut le comprendre. Donc, un dispositif qui est agréable à utiliser, il faut que ça soit facile à utiliser, joli, et qu'il soit animé aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit inerte. Il faut qu'il m'envoie des messages de temps en temps, qu'il m'alerte, qu'il m'informe. Et en 2 clics sur le mobile, je peux accéder à mon service. C'est-à-dire, en 2 clics, nous, on dit on s'arrête dans un feu rouge, pour ne pas dire je conduis. C'est-à-dire, dans un feu rouge, le temps d'un feu rouge, je peux accéder à mon service. Oui, en 1 minute chrono. Oui, donc c'est-à-dire sans aller dans l'arborescence, dans le site web, on est dans le clic. Et ce qui a fait d'ailleurs la force des dispositifs comme WhatsApp. C'est les gens, maintenant, c'est des gens qui sont analphabètes qui utilisent ces services-là parce qu'ils cliquent sur un bouton, j'enregistre la voix et j'envoie. Donc c'est ce qui incite à l'utilisation. Il faut que ça se rapproche. Des réseaux sociaux, absolument. Pour rester dans cette question de mobile banking, j'aimerais à présent parler avec vous, Madame Boukhari, du comportement des clients. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation, digitalisation de plusieurs de nos opérations quotidiennes, le client marocain, le client bancaire en l'occurrence, est-il à l'aise finalement avec ce genre de plateforme, avec des applications mobiles pour opérer plusieurs opérations, transactions, que ce soit pour payer une facture ou pour un transfert d'argent, et justement sur ces plateformes? La partie mobile, donc l'usage du canal mobile, constitue la plus grosse progression par rapport à l'usage sur l'ensemble des canaux. Par exemple, pour le paiement de factures, de manière générale, il y a de plus en plus de nos utilisateurs qui passent par le canal mobile au lieu d'aller en agence ou sur des guichets automatiques ou encore sur l'Internet banking. Le mobile devient un canal assez présent quand même par rapport aux autres canaux classiques. Voilà. Et les gens ne se déplacent plus finalement. Ne se déplacent plus. Je pense par exemple à une expérience importante, intéressante en tout cas, qui est celle du paiement de la vignette pour cette année, pour le 2018. En janvier, on a regardé les taux de progression par rapport à l'année dernière et c'est vrai que c'est sur le canal mobile, nos utilisateurs ont payé la majorité de leurs vignettes via leur mobile de manière générale. Voilà, donc les utilisateurs sont de plus en plus avertis, de plus en plus à l'aise avec ce nouveau canal de paiement. Alors, on parle de fintech, on parle de champs d'application, des innovations. On innove assez aujourd'hui au Maroc pour accompagner justement cette transformation digitale, que ce soit bancaire ou dans d'autres secteurs. Ce qui manquait, c'était la base réglementaire. Donc actuellement, on a eu la nouvelle loi, qui est la loi 103/12, qui est, on va dire, la loi de la fintech. Donc on parle même d'une petite révolution de la fintech au Maroc. Donc là, le champ est libre, normalement. Donc c'est l'établissement de paiement, il ne se limite pas uniquement aux banques, c'est aussi les opérateurs télécoms. On aura à peu près 12. Donc on parle de 12 établissements de paiement. Et il y a C'est intéressant que vous souleviez ça. Alors ce que vous dites, c'est que maintenant, même les télécoms pourront faire des opérations bancaires. En effet. Sans être adossés à des banques. In fine, ils seront adossés à une banque. Mais pour offrir des moyens de paiement, c'est-à-dire je peux alimenter un compte. Donc il y a 3 niveaux.
Il y a le premier niveau, c'est 200 dirhams, où je peux l'alimenter uniquement à l'aide d'un numéro de téléphone. J'ai un numéro de téléphone sans pièce d'identité. Le deuxième niveau, c'est 5000 dirhams, où je dois présenter une pièce d'identité, rien qu'en la prenant en photo. Et le troisième niveau, c'est 20 000 dirhams, où je dois me présenter physiquement à l'agence avec un justificatif de domicile. Donc il y a 3 niveaux. Et ça se passe par l'alimentation d'un compte mobile virtuel, on va dire. C'est-à-dire c'est de prendre de l'argent physique et la mettre dans le monde virtuel. Et l'alimenter, ça peut se passer, c'est le marchand du coin. C'est-à-dire le marchand du coin qui a un contrat avec un opérateur télécom, qui est un agent de paiement. Donc l'établissement de paiement, il aura des agents de paiement qui seront en relation avec les citoyens pour effectuer des opérations de cash-in, cash-out. C'est-à-dire je peux verser de l'argent. C'est du cash-in. Chez le commerçant du coin. Chez le commerçant. Je peux faire du cash-out si j'ai un transfert d'argent ou si j'ai à retirer mon argent du monde virtuel vers le monde physique. Très bien. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, on a enfin, en tout cas, ce sont les dernières solutions qui ont été annoncées par plusieurs banques de la place. C'est justement ce paiement mobile. Et vous faites la transition du mobile banking au paiement mobile. Exactement. Alors, quand on parle justement de ces solutions, alors il y a la solution de paiement mobile de BMCE Bank qui arrive bientôt sur le marché. Dabapay, voilà, en exclusivité, oui. Elle est disponible aujourd'hui en test. Elle est installée chez les collaborateurs de la banque. Et puis, sous peu, elle sera commercialisée à l'ensemble de nos clients. Alors, quand vous dites commercialiser, est-ce que ça veut dire que cette application va coûter de l'argent? Non, elle sera mise à la disposition, c'est peut-être plus juste effectivement de le dire comme ça, mise à la disposition de nos clients. Alors, en quoi consiste-t-elle exactement? Alors, c'est une application de paiement, donc avec un certain nombre de services au démarrage et d'autres qui arrivent. La partie paiement des factures. Paiement des factures, eau, électricité, etc. et l'ensemble des autres opérateurs. Le paiement chez le commerçant, donc il faut que les commerçants soient adossés. Aujourd'hui, on travaille en pilote avec un grand distributeur justement pour pouvoir travailler sur son réseau de... De quoi a-t-il besoin si on parle de technologie concrètement, ce commerçant? De quoi a-t-il besoin? Donc un appareil qui puisse scanner, un appareil, c'est l'équivalent d'un TPE, mais ça peut être un appareil mobile. C'est un smartphone, en vérité. Ça peut être un smartphone. Ça peut être un smartphone qui lui permet et d'effectuer ses paiements pour ses distributeurs et de recevoir, de recevoir le paiement de Il est payé de ses pour clients. ce service, justement, cet intermédiaire, si on peut l'appeler comme cela? Alors, il y a des incentives qui sont pas de l'espèce forcément, mais qui sont des points de fidélité. Enfin, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en avant, des points de fidélité, des conditions avantageuses quand ils payent ses distributeurs à travers ces canaux. Il y a aujourd'hui, pour résumer, 6 usages qui ont été priorisés au niveau de la place. Madame qui sont donc le paiement des factures, le transfert compte à compte, le transfert particulier à particulier, le paiement des prestations sociales. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que la CNSS, la CNOPS et d'autres établissements continuent à envoyer, c'est vrai qu'ils passent de plus en plus par des virements et des opérations bancaires, mais qui continuent à payer leurs affiliés par des mandats postaux. Donc on parle de 10%, je pense, pour la CNSS, c'est quelque chose comme 40% pour la CNOPS. Et donc ces prestations-là, désormais, devront passer par le mobile payment. Si, vu qu'on a parlé aussi des opérateurs télécoms, dans beaucoup de pays africains, il y a cette ouverture un peu est-ce que c'est une question de réglementation finalement pour que l'opérateur télécom ne joue pas un peu le rôle aussi d'une banque, ou en tout cas ne serait-ce que pour, admettons, le transfert d'argent? Youssefa Alaoui. En fait, la réglementation, ça a permis d'avoir des géants. Le Kenya, l'Afrique du Sud et Nigeria, ils ont réglementé avant, c'est-à-dire ils ont ouvert un peu le champ, mais c'est-à-dire c'est de la réglementation, mais aussi de la sécurisation. Et ça a vu émerger des géants. Donc c'est des géants de paiement sur mobile qui ne sont pas des banques. Donc ils sont des opérateurs télécoms. Oui.
et donc les opérateurs télécoms ne vont pas se substituer aux banques. Donc la banque, c'est un métier bancaire. La force de l'opérateur télécom, c'est plus dans la distribution. On va dire que c'est le parti un peu le bas de la pyramide. Et les banques sont le haut de la pyramide. C'est-à-dire l'opérateur télécom. Moi, je le vois plutôt, peut-être que, parce que c'est le moyen, finalement, on utilise le mobile. Donc, on utilise la solution mobile pour transférer de l'argent. Donc, c'est vraiment c'est la base, finalement, de ce mobile payment. Et si, finalement, on peut parler de mobile payment, mais sans que les opérateurs, finalement, télécoms ne puissent faire l'opération, il y a un petit déphasage, finalement. En fait, c'est vrai qu'il y a l'autoroute, on va faire de la data. C'est-à-dire, l'opérateur télécom, il offre l'autoroute pour pouvoir faire Mais il y a tas d'autres services qui se font sur les réseaux sans pour autant bénéficier aux opérateurs télécoms. Donc là, en fait, la force de l'opérateur télécom, c'est plus dans la distribution, c'est plus dans le maillage territorial. C'est plus de la proximité avec les gens. C'est ça, c'est plus ça sa force. C'est intéressant que vous souleviez ça. Si l'opérateur est télécom, puisque vous parliez tout à l'heure de régions désenclavées ou désenclavées, c'est grâce aux opérateurs télécoms. Exactement. Où justement il n'y a pas de présence bancaire. Je parle par exemple de l'Afrique, mais aussi du Maroc, pour le cas du Maroc. Mais aujourd'hui, donc comme vous le disiez, on n'a pas une réglementation qui permette aux opérateurs télécoms, en l'occurrence, d'assurer des opérations de la sorte. En fait, il y a eu la nouvelle loi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est la loi 103/12 qui permet à un opérateur télécom de devenir un établissement de paiement et non pas un établissement bancaire. C'est-à-dire, c'est offrir un outil pour que les gens puissent payer sur mobile. Donc, il manque maintenant que les licences, finalement, pour les opérateurs télécoms, pour opérer des opérations de mobile payment. Aujourd'hui, la stratégie nationale pour le mobile payment est portée par Banque El Maghreb et l'ANRT. Donc, c'est vraiment la complémentarité entre les deux secteurs. Depuis 3 ans, déjà. Depuis 3 ans déjà. Aujourd'hui, on arrive, je pense qu'on est déjà en train de déployer les solutions, vous en parliez tout à l'heure. Donc, c'est une complémentarité entre les deux secteurs. Et le programme global n'a de sens que s'il est justement porté par les banques et par les opérateurs télécoms. Les banques avec un taux de pénétration, vous en parliez, autour de 65%, adressent la population bancarisée d'abord, et le taux de pénétration de 130% de la partie télécom permet d'adresser aussi la population non bancarisée et qui a quand même besoin de ces services-là. Donc c'est un outil d'inclusion financière, effectivement, et qui permet à cette population-là aussi d'avoir accès aux comptes de paiement. Ce ne sont pas des comptes bancaires, mais qui fonctionnent, qui leur permettent de faire toutes ces opérations-là dont on parlait tout à l'heure, de recevoir leurs prestations sociales, payer le commerçant, payer la facture, payer les factures, payer le parking. Il y a cette question de transfert d'argent qui m'interpelle. On en a parlé. Est-ce qu'elle fait partie des priorités justement du mobile payment au Maroc? Elle fait partie des priorités, je vous disais, particulier à particulier. Particulier. Elle fait partie des priorités. Alors très bien. Combien ça coûte aujourd'hui en transfert d'argent classique versus un paiement par mobile? Est-ce qu'il y a une différence de prix? Je n'ai pas les chiffres exacts. Oui, mais est-ce qu'il y a une différence de prix dans le principe? Dans le principe, c'est que les petits montants, parce que ce sont la cible privilégiée du mobile payment, devraient payer beaucoup moins que ce que qui est aujourd'hui dans les établissements de transfert classiques. Effectivement, plus les montants augmentent, on devrait se rapprocher du taux normal. Mais là, on parle des petits paiements de 200 dirhams, 500 dirhams, etc. Voilà. Donc c'est effectivement une complémentarité complète entre le réseau de distribution, donc qui peut être les commerçants. Est-ce que c'est une complémentarité ou on parle vraiment finalement de concurrence, mais vraiment qui ne font pas, les opérateurs ne font pas vraiment le travail de banque, mais proposent des services de transfert, tout simplement? Ce n'est pas une concurrence. C'est une concurrence si on veut la voir comme un service rendu au client. Mais en même temps, il y a tellement de bénéfices dans ce programme global de paiement mobile
que c'est du bénéfice pour tout le monde. Pour la banque, ça permet effectivement de capter des dépôts et de financer l'économie. En captant des dépôts supplémentaires, on finance l'économie. Les opérateurs télécoms, il y a l'attrition. Ça leur permet de retenir des clients, retenir leurs clients et pouvoir leur offrir des services bancaires. Bien sûr, ils sont adossés in fine à une banque. Je veux dire, un opérateur télécom n'est pas une banque, il ne peut pas garder il y a une banque qui porte son numéro de compte. Africains. Ça a marché dans d'autres pays africains. Ils sont toujours adossés à une banque. Ah, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'ils ont un compte bancaire qui in fine, porte cette partie-là. Youssef Alaoui, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. En fait, c'est qu'il y a un chiffre, c'est qu'il y a 80% des transactions au Maroc se font en cash. Oui. Et hier, on a vu que, lors du forum, c'est que le cash, il coûte à peu près 7 milliards de dirhams chaque année à l'État. Donc il y a un coût. Il y a 80% de masse monétaire à capter. Donc si on s'y prête intelligemment, et les banques et les opérateurs vont gagner. Donc, et l'écosystème, ce n'est pas que les banques et les opérateurs. L'écosystème, c'est aussi le marchand, c'est aussi les distributeurs, c'est aussi l'utilisateur, et c'est aussi l'État. Mais l'utilisateur, est-ce qu'il ne paierait pas moins cher que si normalement, le service passait par 2 intermédiaires au lieu d'un? Alors, là, on revient à la question de l'interopérabilité. Très bien, vous soulevez. J'arrivais à cela, justement. D'abord, qu'on explique un peu ce que c'est, Youssef Alaoui. L'interopérabilité, c'est que si moi, j'ai une solution d'une banque ou bien d'un opérateur télécom, c'est que je peux faire un transfert d'argent ou bien faire un achat auprès d'une autre personne qui a une autre solution sans que cela ait un coût. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit transparent pour moi. Donc ça va faciliter l'usage du déploiement de la solution. C'est-à-dire c'est un système en fait qui relie tous les acteurs du marché qui offrent ce service de paiement et que ça soit transparent pour l'utilisateur final. Il ne faut pas que je sois obligé uniquement de faire des paiements avec les gens de ma banque, avec les personnes de ma banque ou bien qui ont ma solution. C'est-à-dire une seule solution, on va dire, de portefeuille électronique peut faire des achats électroniques sans que ça soit en relation avec aucune marque. Peut-être pour l'analogie, c'est un petit peu comme les cartes bancaires. Aujourd'hui, dans le monde bancaire, donc l'écosystème bancaire, on peut payer avec une carte de n'importe quelle banque ou régler un chèque et vous allez pouvoir l'encaisser sur une banque différente. Sur le système de mobile payment, il faudrait que l'ensemble des établissements de paiement soient interconnectés, qu'on puisse quand je vous envoie un transfert sur votre mobile, que vous soyez sur un opérateur ou que vous ayez un wallet qui est chez n'importe quel établissement de paiement, vous receviez instantanément le montant que je vous ai envoyé. Très bien. Donc cette interopérabilité est importante. Aujourd'hui, on est dans une phase justement où chaque banque, les différentes travaillent seules. On est en train de finaliser chacun sa solution. Et le switch national travaille aussi. Le switch mobile, c'est cette infrastructure qui permet de relier l'interopérabilité de ce service-là. Tous les acteurs pour offrir un service identique, unique pour tous les clients, qu'ils soient adossés à n'importe quel établissement de paiement ou une banque. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, nous disposons d'éléments parce que vous avez parlé de ce cash qui circule dans notre économie et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler d'informel. Donc bien sûr, je le disais dans mon édito, avoir cette solution de mobile payment permettrait, qu'il y ait moins de corruption et qu'on ait moins de cash qui circule et automatiquement moins d'informel. Mais concrètement, quand on fait un transfert, quand on paye un service en ligne ou quand on fait un transfert d'argent, qu'est-ce que ça représente en termes de lutte contre l'informel, Youssef Alaoui? En fait, déjà pour acheter des biens et services, donc normalement avec ces solutions de paiement sur mobile, je peux acheter des biens, c'est-à-dire je peux aller à l'épicerie du coin et acheter du lait, acheter autre chose, c'est-à-dire je peux acheter des biens. Donc là, vraiment, il y a une traçabilité de l'argent. Donc, je sais combien il a encaissé. Je peux même acheter des services. Par exemple, j'ai quelqu'un notamment les auto-entrepreneurs. Donc, on parle des auto-entrepreneurs.
Je reçois, par exemple, un réparateur chez moi, quelqu'un qui fait un service, je peux le payer. Je peux lui envoyer 100 dirhams sur son compte. Donc déjà, il y a une traçabilité on va dire, des petites transactions et qui représentent, je pense, une bonne partie des transactions qui se font au quotidien. Donc là, je peux tracer. Et donc là, on revient, c'est parmi les secteurs en fait, qui sont ciblés par ce canal, c'est les FMCG. Les FMCG, c'est les distributeurs de produits de grande distribution. Donc là, ils sont intéressés par ce canal. Ils aimeraient bien que lorsqu'on vend un produit, donc leurs distributeurs vont à un point de vente, que l'argent encaissé s'impacte automatiquement sur leur compte bancaire et qu'il y ait une traçabilité de l'argent collecté. Donc ces grands distributeurs, on va dire c'est parmi les vecteurs de déploiement de ces solutions-là. Et un mot de la fin avec Ibtissam Boukhari pour clôturer justement cette discussion sur le mobile payment. Alors, juste de dire peut-être que c'est un programme ambitieux et qu'on a aujourd'hui la chance de le voir aboutir. On est à la fin d'une étape importante dans le processus. Vous le disiez, qui a pris plusieurs années d'études, de mise en œuvre, etc. C'est une approche structurée qui a priorisé un certain nombre de domaines et qui va pouvoir être étendue pour la suite et qui est aussi un effort qui va être prolongé dans le temps. Il faut savoir qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des bénéfices immédiats. L'expérience internationale a montré qu'il faut 3 à 5 ans pour que le système soit complètement opérationnel, qu'il soit adopté par l'ensemble de la population et qu'on mesure réellement son apport. Et bien sûr, c'est un programme, un effort, une dynamique de place qu'il faudrait qu'on arrive à soutenir tous ensemble, que ce soit les banques, les opérateurs télécoms, la partie réglementaire, bien sûr, et tous les acteurs de l'économie nationale. C'est un outil d'inclusion financière et il faudrait que chacun d'entre nous puisse l'adopter et mettre son petit grain de sel. Son petit grain de sel pour l'économie nationale. Est-ce qu'on a un manque à rattraper? Est-ce qu'on a peut-être un retard à rattraper par rapport à l'Afrique? Si oui, comment rattraper ce retard brièvement? En fait, c'est vrai que le Maroc, on s'est pris un petit peu en retard. Mais on vient de lancer, c'est tant mieux. Donc il y a déjà des acteurs sur le marché. Maintenant, il faut que tout le monde trouve son compte. Il faut animer. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que ça va marcher tout seul. Donc, il faut que des paiements passent obligatoirement par ce canal et qu'il faut que tout le monde trouve son compte. Et ce genre de dispositif, soit c'est un grand dispositif où tout le monde découvre, tout le monde l'utilise, soit il n'est pas utilisé. Et on ne va pas en bénéficier. Et on ne va pas surfer sur cette vague justement de mobile payment africain. Youssef Alaoui, Ibtissam Boukhari, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Eco-Débat et d'avoir enrichi cette discussion. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat, votre rendez-vous avec l'économie et la finance sur Média TV. Excellente suite des programmes sur notre antenne.